Il y a ce murmure discret, presque imperceptible, qui revient chaque matin. Une petite voix qui, avant même que tu poses un pied hors du lit, te souffle. Tu n'y arriveras pas. Elle ne crie pas. Elle ne t'agresse pas. Mais elle est là, fidèle, comme une ombre qui s'invite dès l'aube. Cette sensation est lourde, plus lourde que le poids des heures à venir. Elle s'installe dans ta poitrine, dans tes pensées, et colore tout ce que tu regardes. Même les plus petites tâches semblent, dès le départ, entachées par cette impression de faiblesse annoncée. Et pourtant, quelque part en toi, un autre désir existe. Un désir profond, presque viscéral. Celui de posséder un roc intérieur. Une solidité que rien ne fissure, ni les tempêtes du monde, ni les secousses de tes émotions. Tu rêves de ce point d'ancrage qui résiste à tout, qui ne s'effrite pas sous la colère, la peur ou le doute. Tu sais qu'il doit exister, parce que parfois, dans de rares instants de calme absolu, tu en as senti la présence, comme une forteresse silencieuse au cœur de toi-même. Sénèque disait que l'âme, comme une amphore, peut se briser si on la remplit de courroux, de peurs et d'agitations inutiles. Cette image est puissante. Si tu laisses chaque peur occuper l'espace, si tu laisses chaque colère se répandre, tu fissures peu à peu ta propre structure intérieure. À l'inverse, si tu choisis avec soin ce que tu y verses, patience, lucidité, courage, tu renforces ces parois jour après jour. Tu ne peux pas éviter que le monde tente d'y verser ses tempêtes, mais tu peux décider de ce qui y reste. Épictète l'avait formulé autrement, ce n'est pas l'épreuve qui affaiblit, mais notre opinion sur l'épreuve. Une phrase qui, à elle seule, peut changer ta posture. Parce qu'elle rappelle que ce qui te détruit n'est pas toujours ce qui arrive, mais la manière dont tu le regardes. Une même situation peut briser ou renforcer, selon l'angle choisi. Les 1% les plus résilients de ce monde ne sont pas ceux qui vivent moins d'épreuves, mais ceux qui, face à elles, modifient leur regard. Ce que tu vas découvrir ici, ce ne sont pas des recettes instantanées. C'est un art lent, patient, qui se façonne dans le quotidien. Ce sont des secrets simples, mais profonds, capables de te rendre plus fort chaque jour, même dans les périodes où rien ne semble aller. Chacun d'eux agit comme une pierre ajoutée à ton édifice intérieur. Ils ne te protégeront pas de la pluie, mais ils te permettront d'y marcher sans trembler. Et le 5e secret, c'est celui que les stoïciens considéraient comme la clé absolue d'une force intérieure indestructible. Reste jusqu'au bout, car il transformera ta manière d'affronter tes journées. Nous allons explorer comment transformer la peur en moteur, comment retrouver un regard clair sur le monde, comment t'ancrer dans le présent pour ne plus te perdre dans les regrets ou les anticipations, comment dompter cette voix intérieure qui te juge, et comment choisir ce qui mérite vraiment ton énergie. À travers ces secrets, tu comprendras que la force n'est pas un état figé, mais un chemin, et que chaque jour, tu peux avancer sur ce chemin, même d'un seul pas. Ce voyage est celui d'une reconquête, reconquérir ton calme, ta dignité, ta clarté, car tu n'es pas condamné à vivre au rythme du murmure qui t'affaiblit. Tu peux apprendre à le faire taire, non par la violence, mais par la solidité tranquille d'un esprit qui sait qui il est. Et c'est ici, maintenant, que nous commençons. Il y a des jours où la peur ne se contente pas de frapper à la porte. Elle s'installe dès l'aube, comme une invitée encombrante que tu n'as jamais invitée. Parfois, elle prend la forme d'une appréhension sourde, presque imperceptible. Parfois, elle est brute, envahissante, presque paralysante. Dans ces instants, le corps se crispe, la respiration devient courte, et chaque projet semble soudain plus lourd qu'il ne l'est réellement. On croit que cette peur est une preuve de faiblesse, un signe que l'on n'est pas prêt. Mais la vérité, c'est que la peur n'est pas un verdict, c'est un signal. Les stoïciens voyaient la peur comme un indicateur, un témoin lumineux qui s'allume pour te montrer une zone que tu ne maîtrises pas encore. Elle n'est pas là pour t'arrêter, mais pour t'indiquer le terrain à travailler. Épictète aurait dit, ce n'est pas la peur elle-même qui te diminue, c'est la manière dont tu la traites. Et si tu choisissais de la regarder autrement, non plus comme une barrière infranchissable, mais comme une réserve d'énergie brute que tu peux apprendre à canaliser. Chaque matin, pose un regard clair sur cette peur qui t'accompagne. N'essaie pas de la refouler, ni de la dissimuler sous un masque de confiance forcée. Écris-la, nomme-la, identifie-la avec précision. Ensuite, choisis 3 petites actions concrètes qui viendront la défier. Ce n'est pas un défi contre toi-même, mais un dialogue avec elle. Comme pour dire, je t'ai vu, je sais que tu es là, mais aujourd'hui, je marche malgré toi. Imagine le forgeron dans son atelier.
Le métal qu'il façonne ne devient pas solide en restant froid. Il doit être porté à haute température, frappé, travaillé encore et encore. La chaleur et le choc ne détruisent pas le métal. Ils le transforment en quelque chose de plus résistant. Ta peur est ce feu. Elle est intense, inconfortable, parfois douloureuse. Mais si tu choisis de la traverser plutôt que de l'éviter, elle trempe ton caractère comme le feu trempe l'acier. Et tu verras qu'à chaque fois que tu affrontes ce que tu redoutais, une part de cette peur se transforme en confiance. Non pas une confiance arrogante, mais une assurance discrète, ancrée dans le corps, celle de savoir que tu as déjà traversé des tempêtes et que tu peux recommencer. Ainsi, la peur n'est plus un frein, mais un carburant. Et chaque jour où tu la défies, elle t'enseigne une vérité simple. Tu es plus fort que tu ne le croyais hier. Il y a dans notre esprit un réflexe presque automatique, celui de juger avant même de comprendre. Un mot, un geste, un événement, et déjà une étiquette est posée. C'est mauvais, c'est injuste, c'est insupportable. Cette rapidité à juger est si naturelle que nous n'en voyons plus le piège. Elle colore nos journées, amplifie nos colères, nourrit nos peurs. Elle nous enferme dans un récit où tout devient personnel, alors que bien souvent, les faits eux-mêmes sont neutres. Les stoïciens savaient que cette confusion entre les faits et nos jugements est l'une des plus grandes sources de souffrance humaine. Sénèque l'exprimait avec clarté. Les choses ne troublent pas l'homme, mais l'image qu'il s'en fait. Ce n'est pas l'événement brut qui nous écrase, mais la couche de sens que nous lui ajoutons, souvent de manière automatique et irréfléchie. L'art du regard stoïcien commence donc par une discipline. Séparer ce qui est de ce que nous croyons que c'est. Pour cultiver ce regard impartial, commence par observer un événement tel qu'il est, sans y coller d'émotion immédiate. Décris-le comme si tu étais un témoin extérieur, neutre, presque détaché. Si un retard se produit, dis-toi, le train est parti à 8h15 au lieu de 8h01. Et non, c'est insupportable, encore un manque de respect. Ce travail d'objectivation ne nie pas tes ressentis, mais il empêche qu'il soit la première et unique grille de lecture. C'est un peu comme un juge qui examine un dossier. Avant de rendre un verdict, il sépare les preuves des rumeurs, les faits des interprétations. Il prend le temps de distinguer l'affaire elle-même des histoires qu'on en raconte. Toi aussi, tu peux devenir ce juge de ton propre esprit en t'offrant quelques instants avant de te laisser happer par la conclusion facile. Ce regard impartial est une libération. Il ne te rend pas insensible, mais il t'évite d'être ballotté par chaque émotion, comme une barque dans la tempête. Il te permet de voir avec plus de clarté, de choisir ta réaction plutôt que de la subir. Et plus tu pratiques cette distance bienveillante, plus tu découvres que bien des combats intérieurs s'éteignent d'eux-mêmes quand on cesse de les alimenter. Comme un lac qui retrouve sa limpidité lorsque cesse l'agitation de sa surface, ton esprit, lui aussi, redevient clair lorsque tu retires les couches inutiles de jugement. Et dans cette clarté retrouvée, la vie cesse d'être une succession de blessures pour redevenir ce qu'elle est, un terrain sur lequel tu peux marcher avec lucidité et force. Il y a une fatigue subtile, presque invisible, qui épuise des millions de vies, ce va-et-vient incessant entre le passé et l'avenir. Nous passons nos journées à rejouer des scènes anciennes ou à anticiper celles qui n'existent pas encore. Nous revivons des blessures qui ne peuvent plus être changées et nous redoutons des menaces qui ne sont peut-être qu'imaginaires. Ce va-et-vient mental est une fuite. On ne vit pas le présent, on le traverse à peine, comme si l'instant actuel n'était qu'un couloir menant vers autre chose. Les stoïciens savaient que ce vagabondage de l'esprit est l'une des causes majeures de notre fragilité intérieure. Ils enseignaient que le seul espace où nous avons un véritable pouvoir est l'instant présent. Ni hier, ni demain, mais maintenant. Marc Aurèle l'exprimait avec une lucidité tranchante. Souviens-toi que l'homme ne vit que dans le présent, dans cet instant fugitif. Tout le reste est soit passé et n'est plus, soit incertain et ne se connaît pas encore. L'ancrage dans le présent n'est pas un slogan. C'est une discipline quotidienne, presque un entraînement. Cela commence par de petits gestes, presque imperceptibles. 3 respirations lentes avant de répondre à un message. Le choix délibéré de regarder autour de soi lorsque l'on marche, plutôt que de se perdre dans ses pensées. La conscience de sentir la tasse chaude entre ses mains le matin, au lieu de se précipiter dans la première tâche. Imagine un funambule sur son fil. Sa force n'est pas dans sa vitesse, ni dans la longueur du fil qu'il parcourt. Elle est dans son équilibre à chaque pas. Il ne regarde pas constamment l'autre bout.
Il se concentre sur le pas qu'il est en train de poser. C'est ainsi qu'il avance, et c'est ainsi qu'il ne tombe pas. Toi aussi, tu peux choisir cette marche consciente. Tu peux décider que ce moment-ci, aussi simple soit-il, mérite toute ton attention, que boire un verre d'eau, écrire une phrase, respirer profondément, sont autant d'actes entiers, vécus pleinement. Cela ne supprime pas les problèmes, mais cela les remet à leur place, dans le temps où ils peuvent réellement être traités, pas dans l'espace mental où ils s'amplifient inutilement. Peu à peu, tu découvriras que cet ancrage t'offre une force particulière, non pas la force bruyante de celui qui lutte contre tout, mais la solidité tranquille de celui qui marche droit, pas après pas, dans la réalité concrète de sa vie. Et dans ce présent, tu n'es plus dispersé, ni ballotté. Tu es là, enraciné, prêt à affronter ce qui vient, quand cela viendra, et pas avant. Il existe en toi une voix discrète, mais persistante, qui commente chacun de tes gestes. Elle te parle du matin au soir, parfois en encouragement, souvent en critique. Elle te rappelle tes erreurs passées, souligne tes faiblesses, doute de tes capacités. Et bien souvent, tu l'écoutes comme si elle détenait la vérité absolue. Mais cette voix n'est pas un oracle. Elle n'est pas la voix de la réalité. Elle est le reflet de tes habitudes mentales, de tes peurs, de tes blessures anciennes. Sénèque disait « Qu'importe le bruit du monde, si ta voix intérieure t'encourage. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que la voix qui résonne le plus fort dans ton esprit n'est pas forcément celle du monde extérieur, mais celle que tu portes en toi. Si elle est hostile, elle devient ton premier ennemi. Si elle est juste, elle devient ton plus grand allié. Maîtriser ton dialogue interne, c'est apprendre à transformer cet ennemi invisible en compagnon de route fiable. Cela ne veut pas dire se répéter des phrases creuses ou se forcer à un optimisme artificiel. Il s'agit plutôt de changer la manière dont tu te parles. Chaque fois que cette voix te rabaisse, pose-toi une question simple. Si un ami me disait cela, que lui répondrais-je? Rarement tu lui répondrais par un jugement cruel. Tu lui offrirais un conseil bienveillant, un soutien lucide, une vision plus équilibrée. Alors pourquoi ne pas t'offrir ce même traitement? Imagine un jardin. Si tu le laisses à l'abandon, les mauvaises herbes prolifèrent et étouffent les fleurs. Mais si, chaque jour, tu arraches une branche morte, tu tailles ce qui étouffe la lumière, l'espace s'ouvre pour que les fleurs poussent. Ton esprit fonctionne de la même manière. Les pensées toxiques sont ces mauvaises herbes. Elles ne disparaissent pas par hasard. Elles doivent être consciemment remplacées par des pensées plus justes, plus utiles, plus nourrissantes. Lorsque tu transformes ton dialogue interne, tu crées en toi un espace sûr. Un lieu où, même dans les pires tempêtes extérieures, tu trouves une parole qui t'ancre et te renforce. Ce n'est pas un exercice ponctuel, mais une pratique continue. Car cette voix, tu l'entendras chaque jour. Et chaque jour, tu as le choix. La laisser répéter l'ancien récit ou lui enseigner un nouveau langage. Avec le temps, tu remarqueras un changement profond. Tu ne seras plus ton propre critique acharné, mais ton conseiller le plus lucide. Et lorsque ta voix intérieure te portera au lieu de t'écraser, tu découvriras que cette force silencieuse est l'un des leviers les plus puissants pour devenir plus fort, chaque jour. Il existe une fatigue qui ne vient pas seulement des grandes épreuves, mais de l'accumulation insidieuse de ce qui ne compte pas vraiment. Chaque jour, tu portes dans ton esprit et dans ton agenda des dizaines de tâches, d'engagements, de préoccupations qui, une fois observées avec lucidité, ne servent pas ta vie. Tu crois parfois que c'est de la responsabilité, de la loyauté, ou même de la force. Mais en réalité, c'est une dispersion qui t'éloigne de ton axe. Les stoïciens savaient là qu'une partie de la sagesse consiste à discerner ce qui mérite vraiment notre attention. Sénèque comparait la vie à un festin. Si tu tentes de goûter à tout sans distinction, tu finis par te gaver d'inutile et perdre le plaisir de ce qui est essentiel. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu dis « oui » à tout, lorsque tu laisses tout entrer dans ton temps et dans ton énergie. Tu finis saturé, mais vide, occupé, mais absent de ce qui compte vraiment. Renoncer à l'inutile n'est pas un acte de renfermement, mais un acte de maîtrise. C'est dire « je choisis consciemment où je place ma force, mon temps et ma présence ». Cela ne veut pas dire se couper du monde, mais se rappeler que chaque « oui » a un prix et que chaque « oui » mal placé est un « non » à quelque chose de vital pour toi. Prends un moment, le soir, pour observer ta journée et identifier une chose que tu pourrais ne pas refaire demain. Pas une grande renonciation,
Pas un changement radical, mais une petite élimination consciente. Tu verras que cette suppression crée de l'espace. Un espace mental, un espace émotionnel, un espace dans lequel tu peux replacer ce qui compte. Imagine un sac à dos que tu portes chaque jour. Si tu y ajoutes chaque matin des objets inutiles, tu finiras épuisé bien avant la fin du chemin. Mais si tu retires ce qui ne t'aide pas à avancer, chaque pas devient plus léger, plus sûr, plus maîtrisé. C'est ainsi que fonctionne la force du non essentiel. Elle ne consiste pas à tout porter, mais à porter juste ce qu'il faut. Lorsque tu cesses de te disperser dans des engagements inutiles, tu sens peu à peu une clarté nouvelle apparaître. Ton énergie n'est plus diluée. Tes décisions deviennent plus nettes. Ton esprit retrouve un espace de respiration. Et c'est dans cet espace que ta force intérieure se construit vraiment. Non pas dans l'accumulation, mais dans le choix. Car au fond, être fort chaque jour, c'est savoir ce que l'on porte. Et ce que l'on décide, enfin, de poser au sol. Il y a dans notre époque une recherche presque obsessionnelle du confort. Nous avons tendance à éviter la moindre gêne, à fuir l'inconfort comme s'il était un ennemi à abattre. Pourtant, ce confort permanent affaiblit notre esprit autant que notre corps. Plus nous évitons la difficulté, plus nous devenons vulnérables à la moindre contrariété. Et quand une véritable tempête se présente, nous découvrons, parfois avec effroi, que nous n'avons pas la force de l'affronter. Les stoïciens, eux, savent que la force ne naît pas de l'évitement, mais de l'exposition maîtrisée. Épictète l'exprimait ainsi: « Crée-toi des difficultés, et tu verras ta vigueur grandir. » L'idée n'est pas de se jeter dans la souffrance sans discernement, mais de choisir consciemment de traverser de petits inconforts qui forgent la solidité intérieure. Cette pratique, qu'on pourrait appeler l'épreuve volontaire, est une manière d'entraîner son esprit comme on entraîne un muscle. Cela peut être simple: marcher sous la pluie au lieu de courir s'abriter. S'imposer un effort physique un peu plus long que prévu. Supporter quelques instants de froid avant d'enfiler son manteau. Accepter de se priver temporairement d'une habitude rassurante pour tester sa résilience. Ces moments ne sont pas des punitions, ce sont des entraînements, des répétitions générales avant les véritables épreuves que la vie mettra sur notre route. Pense à l'athlète qui prépare une compétition. Il ne se contente pas de s'entraîner dans des conditions idéales. Il répète dans la chaleur, dans le froid, dans la fatigue, car il sait que, le jour venu, il ne pourra pas contrôler la météo, ni les imprévus. Sa force vient de cette préparation, de cette habitude à endurer bien plus que le strict nécessaire. La vie fonctionne de la même manière. Chaque inconfort accepté volontairement devient une réserve de force pour plus tard. Chaque petite victoire sur la facilité forge en toi un réflexe, celui de tenir, même lorsque la situation devient rude. Et plus tu cultives cette habitude, plus tu découvres que la difficulté, loin de t'écraser, t'élève. Car au fond, la résilience n'est pas seulement une capacité à se relever après un choc. C'est une posture permanente qui fait que, même dans la tempête, tu sens que tes fondations tiennent. Et ces fondations ne se construisent pas dans la mollesse du confort absolu, mais dans ces instants choisis où tu acceptes volontairement de te mettre à l'épreuve. C'est là que tu deviens plus fort, non par hasard, mais par décision. Il est des jours où, malgré tout ce que tu accomplis, rien ne semble suffire. Tu avances, tu travailles, tu accumules, mais au fond de toi, il y a comme un goût fade. C'est que ton regard s'attarde davantage sur ce qui manque que sur ce qui est déjà là. C'est le piège insidieux de l'ingratitude. Elle transforme chaque succès en quelque chose d'insuffisant, et chaque moment en un pas vers autre chose qui ne vient jamais. Les stoïciens savaient que cette posture de manque est l'un des plus grands voleurs de paix intérieure. Elle t'empêche de voir que, même dans les jours les plus difficiles, il reste toujours quelque chose à reconnaître, à apprécier, à protéger. La gratitude, dans leur vision, n'est pas une émotion vague et fragile. C'est un acte volontaire, un choix conscient de porter son attention vers ce qui soutient et nourrit, plutôt que vers ce qui échappe ou déçoit. Ce choix peut sembler simple, mais il agit comme une clé intérieure. Lorsque tu décides de remarquer ce qui est déjà présent dans ta vie, tu déplaces ton centre de gravité émotionnelle. Tu passes de la tension vers la détente, de l'insatisfaction vers la plénitude. Cela ne signifie pas que tu ignores tes objectifs ou que tu refuses de voir les manques. Cela veut dire que tu refuses de les laisser occulter la lumière de ce qui est déjà là. Pense à un lever de soleil. Peu importe la nuit qui a précédé, peu importe les inquiétudes qui t'attendent, le ciel s'ouvre et offre ses couleurs. Si ton regard est ailleurs, tu peux le manquer.
Mais si tu t'arrêtes, même une minute, pour le voir, il change ta journée. La gratitude fonctionne de la même façon. Elle ne supprime pas la nuit, mais elle te permet de mieux accueillir le jour. Les stoïciens pratiquaient cette reconnaissance de manière quotidienne. Ils prenaient le temps, chaque soir, de nommer mentalement ou par écrit les choses, même infimes, qui avaient donné sens ou réconfort à leur journée. Ce geste, répété jour après jour, construit une résistance intérieure, celle qui empêche l'amertume de devenir l'état par défaut. Lorsque tu entretiens le feu de la gratitude, tu découvres qu'il éclaire bien plus que tu ne l'imaginais. Les difficultés semblent moins écrasantes, les relations plus précieuses, les instants simples plus riches. Et peu à peu, cette lumière devient ton climat intérieur, une chaleur que rien ne peut totalement éteindre. La gratitude ne rend pas la vie parfaite, mais elle te rend plus solide face à ses imperfections. Et dans ce feu discret mais constant, tu trouves une force qui te permet d'avancer, chaque jour, avec plus de sérénité et de clarté. Tu as peut-être longtemps cru que devenir plus fort signifiait franchir un cap spectaculaire, une transformation soudaine qui changerait tout du jour au lendemain. Mais ce que tu as découvert ici est différent. Ta force ne s'est pas construite dans un seul geste héroïque, mais dans l'accumulation discrète de décisions conscientes. Chaque fois que tu as affronté une peur au lieu de la fuir, tu as posé une pierre dans les fondations de ton courage. Chaque fois que tu as choisi de regarder un fait sans le juger, tu as affûté la clarté de ton esprit. Chaque fois que tu t'es ancré dans le présent, tu as renforcé ton équilibre. Tu as aussi appris à parler autrement à toi-même, à transformer cette voix intérieure qui parfois t'écrasait en une alliée silencieuse. Tu as commencé à trier ce qui mérite réellement ton énergie, à poser le poids inutile que tu portais depuis trop longtemps. Tu as découvert que l'inconfort volontaire n'est pas une punition, mais un entraînement, et que même la gratitude peut être un feu qui brûle au cœur des jours les plus sombres. Toutes ces petites victoires, mises bout à bout, forment quelque chose de bien plus grand que la somme de leurs parties. Une identité plus solide, une dignité plus enracinée, une liberté intérieure qui ne dépend plus de la clémence du monde. Imagine-toi comme un voyageur qui, au départ, portait un sac trop lourd et avançait incertain. Chaque étape, chaque choix conscient, chaque secret appliqué t'a permis d'alléger ce sac, de trouver ton rythme, de marcher plus droit. Et un jour, presque sans t'en rendre compte, tu te tiens là, face au vent, les pieds fermement plantés, le regard clair. La tempête n'a pas cessé, mais toi, tu as cessé de la craindre. C'est peut-être là, dans ce calme retrouvé au milieu du tumulte, que tu comprends enfin. La force que tu cherchais n'était pas à l'extérieur. Elle a toujours été là, en toi, attendant que tu la réveilles. Un geste après l'autre, un jour après l'autre. Et désormais, ce roc intérieur n'est plus une idée. C'est toi. La force dont nous avons parlé n'est pas une armure que l'on enfile une fois pour toutes. Elle n'est pas un état définitif que l'on atteint pour ne plus jamais le perdre. Elle est un chemin, un processus lent, nourri chaque jour par des choix conscients. C'est l'art silencieux de se construire de l'intérieur, pierre après pierre, sans chercher l'approbation, sans attendre que les circonstances deviennent parfaites. Sénèque disait « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Et c'est exactement cela. Comprendre que la tempête ne cessera jamais complètement, mais que tu peux apprendre à y marcher avec assurance, à y respirer pleinement, à y avancer sans perdre ton axe. La force n'est pas d'éviter le chaos, mais de trouver ton calme au cœur de ce chaos. Chacun des secrets que tu as découverts ici agit comme un fil que tu tisses dans ta propre toile intérieure. Transformer la peur en carburant, cultiver un regard impartial, t'ancrer dans l'instant, maîtriser ta voix intérieure, choisir le non essentiel, t'endurcir volontairement, entretenir le feu de la gratitude. Ensemble, ils ne sont pas seulement des pratiques, ils deviennent un mode de vie, une manière d'être qui change subtilement ta façon de marcher dans le monde. Marc Aurèle disait « Chaque jour est une petite vie, alors chaque matin est une renaissance, chaque soir est un bilan, et chaque instant entre les deux est une occasion de pratiquer cette force tranquille qui ne dépend ni de la chance ni de la validation extérieure. C'est dans cette répétition silencieuse que naît la véritable transformation. La liberté intérieure, celle que cherchaient les stoïciens, n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. Elle est à ta portée. Elle commence dès maintenant, avec ce que tu as déjà, là où tu es déjà. Ce n'est pas un départ grandiose, c'est un pas, puis un autre, puis encore un.
Et, avant même que tu t'en rendes compte, tu te surprendras à marcher avec une solidité nouvelle, une dignité paisible, un feu intérieur qui ne vacille plus au moindre vent. Et c'est ainsi que, jour après jour, tu deviens plus fort, pas en l'annonçant au monde, mais en le vivant, pas en criant, mais en incarnant. Et cette force-là, silencieuse et indestructible, personne ne pourra jamais te l'enlever.